Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver pour aborder aujourd'hui à nouveau la série, mais cette fois-ci pas de coup de gueule prévu ou de mauvaises nouvelles, c'est promis. On va se consacrer à ce qui nous intéresse le plus, à savoir le scénario et ce à quoi ressemblera la série que nous attendons depuis un petit moment et qui pointera le bout de son nez sur les écrans, probablement fin 2026, voire début 2027. Vous le savez, ce qui nous intéresse surtout dans cette série, ce sont des choses bien éloignées de tous les délires d'influenceurs qui sont tous aussi ronces que désagréables et qui tentent déjà en réalité de foutre en l'air le travail entrepris autour de cette série avant même que les premiers tours de manivelle ne soient lancés. Pour notre part, ce qui nous intéresse, vous l'aurez compris, on ne cesse de le répéter, c'est le scénario, c'est la direction artistique, c'est le casting, pour ce qu'il vaut et non pour ce qu'il est, l'environnement de la série, la fidélité au livre, enfin bref, il y a évidemment tout ça qui nous intéresse. Les adaptations cinématographiques qui restent, il faut quand même le remarquer, de bonne facture, ont malheureusement, on le sait, très souvent gommé des passages entiers des romans, alors qu'il aurait été pertinent de les garder. Le format très cadré d'un film ne permettant que très rarement de déborder des cadres, il est vrai que l'adaptation de romans fleuves comme par exemple les 4 derniers Harry Potter rendait un peu la tâche compliquée. Il a donc fallu faire des coupes, il a fallu faire des choix artistiques que l'on peut juger comme étant légitimes ou non d'ailleurs en fonction des romans. On se souvient de l'adaptation absolument catastrophique des événements autour de la prophétie dans l'ordre du Phénix, ou encore de l'adaptation, là pour le coup calamiteuse, du Prince de sang mêlé, qui est passé totalement à côté du sujet du livre, à savoir la jeunesse de Tom Marvolo Gélusor et évidemment la chasse aux Horcruxes. Une adaptation cinématographique, par principe, ne peut évidemment pas être parfaite. Et la série sera de toute façon soumise un peu au même traitement et il y aura des imperfections. Beaucoup rêvaient, on le sait, d'avoir un épisode par chapitre, mais autant vous dire que d'une part, on en sera très loin, et d'autre part, ce n'est pas nécessairement en plus quelque chose de souhaitable dans la mesure où bon nombre de chapitres ne représenteraient que très peu d'intérêt en fait à constituer un épisode à part entière. Il faudra donc faire des coupes, mais qui seront probablement bien moins violentes que pour le cinéma, car il reste quand même nettement plus de temps à exploiter sur une série où on devrait avoir des épisodes d'à peu près 50 minutes que sur un film dont la durée ne peut pas excéder les 2h30. En somme, il y aura tout de même beaucoup plus de détails dans la série qu'il n'y en aura dans les films. Alors, il faut aussi se souvenir que, évidemment, l'une des grosses difficultés pour les adaptations cinématographiques, c'était que, au tout début, on avait 2 livres, 3 livres, puis 4 livres qui sont sortis, mais en fait, on n'avait pas exactement la fin. Alors, J.K. Rowling pouvait donner, évidemment, aux réalisateurs, aux producteurs, un certain nombre de détails et d'informations sur la direction artistique qu'allaient prendre les prochains livres, mais on était quand même dans un espèce de flou artistique, pas un peu étrange, hein, puisque c'est quelque chose de tout à fait normal, mais il y a évidemment, on va dire, quelque chose de plus difficile à cerner quand on commence à fabriquer une adaptation cinématographique, quand on n'a pas l'ensemble du matériel présent, alors que là, évidemment, les 7 tomes donc, en roman sont sortis, la pièce de théâtre est sortie, donc on a quand même vraiment, là pour le coup, une base matérielle qui est très forte, plus avec évidemment toutes les notes de J.K. Rowling qui sont désormais totalement disponibles. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez positif et qui devrait véritablement venir changer quand même pas mal de choses. Alors, forcément, il y a des passages des livres que nous attendons plus que d'autres. Il y a des personnages totalement cachés dans les films que nous attendons aussi avec beaucoup d'impatience. Enfin, certains personnages mériteront beaucoup plus de lignes de dialogue et de temps d'écran pour être mieux joués et mieux approfondis. En somme, on peut dire quand même qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et puis, il y a certaines scènes que nous attendons avec énormément d'impatience car elles seront portées pour la première fois à l'écran. Et aujourd'hui, on a eu envie de vous parler d'une d'entre elles que nous attendons tout particulièrement puisqu'elle a carrément été passée sous silence dans l'adaptation cinématographique de Harry Potter à l'école des sorciers pour des raisons probablement de ligne éditoriale puisqu'il fallait coller à un public très très jeune, mais pour le coup, cela ne devrait pas non plus être un empêchement pour la série, où là, cette fois-ci, la question ne se pose, entre guillemets, pas dans les mêmes logiques, puisqu'on va moins viser un public de jeunes pour viser un public de fans et éventuellement venir conquérir un autre public de jeunes, mais qui est déjà un petit peu plus, on va dire, au fait de ce qui se passe dans Harry Potter. Alors, autant vous dire tout de suite que si vous n'avez pas lu les livres, nous allons aborder un passage que vous ne connaissez probablement pas, car ce n'est pas celui d'ailleurs dont on parle le plus souvent lorsque l'on parle de Harry Potter.
Tout le monde garde un souvenir absolument impérissable de la bataille qui oppose Albus Dumbledore à Lord Voldemort dans l'Atrium du ministère de la Magie dans l'adaptation cinématographique de l'Ordre du Phénix, et la manière dont la violence de cette bataille a été, il faut le reconnaître, portée à l'écran avec beaucoup de succès. Pour beaucoup de spectateurs, qui ne sont donc pas forcément des lecteurs de l'œuvre de J.K. Rowling, il s'agissait du premier affrontement direct entre Albus Dumbledore et Lord Voldemort. Mais, en l'occurrence, il y a eu un autre qui est souvent passé sous silence, un autre combat, et qui pourtant est absolument fascinant. On le dit souvent dans nos vidéos, les références des spectateurs et des lecteurs ne sont pas forcément les mêmes, dans la mesure où, encore une fois, les coupes des adaptations cinématographiques ont passé des passages entiers sous silence. Le passage dont nous souhaitons vous parler aujourd'hui se situe en réalité à la toute fin de Harry Potter à l'école des sorciers. Tout le monde se souvient qu'Harry Potter et ses amis se sont lancés à la poursuite de celui qu'ils pensaient être le professeur Rogue, sous la trappe à la recherche de la pierre philosophale. Après tout un tas d'épreuves, dont certaines d'ailleurs seront inédites pour beaucoup de fans qui n'ont pas lu les livres, Harry Potter faisait face au professeur Quirrell et au miroir du Rizel. Si on se base sur l'adaptation cinématographique de Chris Columbus, on sait que Harry Potter récupère secrètement la pierre philosophale dans sa poche, ce que Voldemort va comprendre assez rapidement. La protection accordée par le sacrifice de Lily Potter empêche de facto Quirrell de toucher Harry Potter physiquement, sous peine de se retrouver confronté à de très graves brûlures qui sont évidemment très efficaces pour le ralentir dans la tâche confiée par le Seigneur des Ténèbres. Toujours dans l'adaptation cinématographique, on se souvient qu'Harry Potter comprend qu'il a ce pouvoir dont il ne connaît pas l'origine et va faire disparaître littéralement Quirrell, dont l'enveloppe corporelle va se consumer petit à petit jusqu'à laisser Voldemort sans corps. L'entité quasi fantomatique qui s'échappe du corps fumant de Quirinus Quirrell traverse Harry Potter pour prendre la fuite, laissant le garçon totalement inanimé, la pierre reposant, vous vous en souvenez, à ses côtés. On comprend donc que Voldemort a pris la fuite et que sa forme fantomatique ne lui permettait pas de prendre possession de la pierre philosophale de Nicolas Flamel. Cette scène, elle était plutôt cool, même si un brin effrayante, mais le problème de fond, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça dans le livre et que la scène a donc été totalement remaniée pour tenter de faire quelque chose d'à peu près potable, mais qui amoindrit quand même en réalité le risque encouru par Harry Potter tout en réaffirmant de manière assez paradoxale son héroïsme, ce qui était quand même un tour de force, il faut bien le reconnaître, mais bon, on n'est quand même pas dans la réalité. La réalité de cette scène, elle est tout autre, et elle figure en fait dans le roman de manière tout à fait différente et nous est racontée par Albus Dumbledore. Le lecteur n'est donc qu'un témoin indirect et témoin que d'une partie de la scène pour, on va dire, la partie directe qui se déroule entre Quirrell, Voldemort et Harry Potter. Ce qui est parfaitement juste, c'est qu'en effet, le professeur Quirrell ne peut toucher Harry Potter sans s'occasionner de très profondes blessures. Avantage que Harry Potter essaye d'utiliser au mieux de ses capacités, qui sont, il faut se le rappeler, celles d'un enfant de 11 ans. On est donc exactement... on va dire, on n'est pas exactement en termes de maîtrise magique au même niveau, surtout si l'on rajoute la dimension Voldemort entre Harry et Quirrell, plus Voldemort dans l'équation, enfin, ça fait quelque chose d'un peu compliqué. Dans la réalité du combat, Harry va très rapidement souffrir également quand même de son côté et va perdre donc connaissance, tout en entendant des cris prononçant son nom. On peut imaginer évidemment que ce sont les cris de sa mère. La suite du combat est passée donc totalement sous silence par l'adaptation cinématographique. Alors, tous les lecteurs savent parfaitement qu'intervient à ce moment-là Albus Dumbledore, même si dans le roman, cette bataille n'est pas décrite, elle est juste mentionnée par Albus Dumbledore qui va raconter dans un langage adapté à un jeune enfant ce qu'il s'est passé après la perte de connaissance de Harry Potter. Dumbledore ne va évidemment pas se vanter d'avoir défié le Seigneur des Ténèbres et de l'avoir vaincu devant un jeune enfant. Tout juste, il précise être arrivé à temps pour empêcher le professeur Quirrell de s'emparer de la pierre philosophale et arracher Harry Potter aux mains donc du professeur de défense contre les forces du mal. Le reste du combat demeure un mystère, on ne sait pas non plus ce qu'il se passe exactement concernant le professeur Quirrell, on sait juste que c'est Voldemort qui le tue probablement en quittant son corps, mais le fait est qu'il se déroule bien une opposition à ce moment-là de l'histoire de notre héros entre Albus Dumbledore et Lord Voldemort. Alors, nous ne savons pas s'il y a eu beaucoup de discussions entre Dumbledore et Voldemort, mais on peut imaginer que les retrouvailles furent relativement fraîches, il faut bien le reconnaître. Dumbledore n'a jamais de toute façon aimé ni apprécié Tom Jedusor et ce dernier a toujours vécu dans une forme de détestation et de méfiance de Dumbledore et donc dans la crainte de devoir un jour se confronter à ce sorcier dont la puissance était connue de tous et crainte particulièrement par Voldemort.
Quirrell, dont Voldemort avait pris le contrôle de son corps, ne disposait absolument pas de la puissance magique nécessaire et ne lui permettait donc aucunement de rivaliser contre Albus Dumbledore. Cet hôte n'avait pas été choisi dans ce but, de toute façon, de s'opposer au directeur de Poudlard. On peut imaginer que l'enveloppe corporelle de Quirrell, déjà clairement amochée par Harry Potter et la protection magique qui l'entoure, avait souffert au-delà de toute mesure et donc il ne pouvait pas résister bien longtemps aux attaques qui furent celles de Dumbledore. Ce qui peut davantage nous étonner, c'est que Dumbledore n'a pas réussi à retenir Voldemort alors que ce dernier prenait la fuite. Il faut dire que Dumbledore a peut-être pu être surpris de se confronter à son ancien élève dans la mesure où il n'a pas su détecter et comprendre que ce qui restait du Seigneur des Ténèbres était sous ses yeux depuis près d'une année au sein même de sa propre école. De plus, définir la nature exacte de ce qu'est Voldemort à ce moment-là, en dehors d'un parasite, n'est pas quelque chose de simple, et par conséquent, cela ne permet pas d'utiliser, on va dire, le bon contresort pour tenter d'arrêter Voldemort. Dumbledore se confronte à une magie qu'il ne maîtrise pas et qui dépasse sa compréhension des événements. Bien que ce dernier n'ait jamais cru à la mort de Voldemort lors des événements de Godric Hollow en 81, de manière assez évidente, il ne savait pas exactement la manière dont Voldemort avait pu survivre, ni sous quelle forme. La magie pratiquée à ce niveau, en tout cas au niveau de Dumbledore, demande une certaine maîtrise du sujet. Et en l'occurrence, à cette époque, Dumbledore ne sait encore rien ou pas grand-chose de tout ce qui concerne les Horcruxes. Il ne l'apprendra que bien plus tard. Et ce retard sur la nature de ce qu'est Voldemort produit nécessairement des effets très négatifs sur la manière dont Dumbledore aurait pu tenter de contenir ou de retenir Lord Voldemort. Il s'est donc laissé surprendre. Il faut dire aussi que dans ce cadre particulier, Dumbledore est aussi inquiet pour la santé physique d'Harry Potter qui a perdu connaissance après un combat bien trop âpre contre un adversaire qui était bien largement plus expérimenté que lui. Dans ce contexte, Dumbledore doit veiller d'abord à la sécurité et à l'intégrité d'Harry Potter, à se protéger lui-même aussi, avant de gérer la question d'une éventuelle capture ou d'un éventuel combat avec Voldemort. De ce côté, on sait que Voldemort ne pouvait pas rivaliser, mais encore une fois, il avait un coup d'avance et le fameux effet surprise qui compte évidemment à plein régime dans ce genre de situation. Il est peu probable qu'il s'attendait à croiser Dumbledore ce soir-là, rappelons qu'il était en chemin pour Londres et que Quirrell avait eu la confirmation que le directeur ne serait pas présent à Poudlard durant cette nuit funeste. Pour Voldemort, il s'agissait d'une formalité, après tout Harry Potter n'était qu'un gamin de 11 ans qui découvrait à peine la magie, il n'y avait donc aucune difficulté. On peut cependant imaginer qu'il attendait aussi le moment de cette confrontation pour tenter de comprendre pourquoi un nourrisson avait réussi à vivre et surtout à le détruire comme ce fut le cas lors de la fameuse nuit de Godric Hollow. Mais tout cela était cependant quand même bien secondaire par rapport à l'objectif principal de cette nuit qui était de s'emparer de la pierre philosophale, lui permettant ainsi de revenir à la vie et de poursuivre son chemin vers l'immortalité. Albus Dumbledore n'était donc pas franchement le sujet du jour, ni la préoccupation première de Voldemort, qui de toutes les manières ne pouvait pas se battre une fois l'enveloppe corporelle de Quirrell endommagée et rendue donc inutilisable. Partant de ce constat, il n'avait pas tellement d'autres solutions que de prendre la fuite. On ne sait pas si Voldemort avait tellement le choix d'ailleurs de laisser la vie sauve ou non à Quirrell en quittant son corps. Il est peu probable que Voldemort ne se soit jamais posé vraiment la question, ce n'est pas le genre de personnage de faire dans le sentimentalisme, vous le savez bien. Quirrell n'était qu'un moyen pour arriver à ses buts et absolument rien d'autre. Il n'accorde absolument aucune importance à ce professeur dont on peut imaginer qu'il nourrit d'ailleurs généralement le plus grand mépris pour lui qui a osé penser pouvoir le défier et être à sa hauteur. Quand Voldemort prend la fuite, on imagine sans trop de difficulté qu'il est fou de rage d'avoir encore une fois échoué à cause d'Harry Potter et de ce maudit Albus Dumbledore. Les événements donc de cette scène sont pour le coup absolument en fait capitaux et nous aurions vraiment voulu qu'ils soient retranscrits à l'écran, mais pour des raisons artistiques ce ne fut malheureusement pas le cas. Il semble assez clair que ce combat n'a probablement pas été aussi impressionnant que celui auquel nous assistons dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, car il est moins frontal, moins engagé dans la mesure où Voldemort n'est à ce moment-là de l'histoire qu'un parasite sans corps et donc sans sa baguette, mais symboliquement il demeure quand même quelque chose de particulier que nous aurions aimé voir être porté à l'écran. La série pourra permettre de mettre en scène ce combat et cette rencontre, d'autant plus que l'on peut imaginer que l'acteur qui sera casté pour le rôle de Dumbledore, mais aussi celui pour le rôle de Lord Voldemort, devrait en toute logique ne pas changer avant de se retrouver quelques années plus tard et qu'il y aura donc une véritable continuité dans la saga qui n'était pas envisageable à ce moment-là de l'histoire pour les raisons que nous connaissons et malheureusement le décès de Richard Harris. Nous avons en tout cas très hâte de découvrir cette nouvelle série qui permettra de faire découvrir tous ces petits moments qui sont
sans être ultra déterminant, présente tout de même un intérêt, à notre sens, non négligeable pour l'histoire, pour la série et pour, on va dire, le développement autour aussi bien du personnage d'Albus Dumbledore que celui de Lord Voldemort que celui de Harry Potter. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et donc, ça fait vraiment partie des choses voilà, que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Alors, on vous refera des vidéos sur les moments qu'on attend le plus, évidemment, autour de la série. Hein. Il y a encore plein de choses qu'on peut vous raconter. Mais voilà, nous, c'est un combat qu'on attend vraiment avec beaucoup d'impatience. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et dites-nous aussi dans les commentaires quelles sont les scènes, par exemple, que vous aimeriez voir apparaître dans la série, qui sont dans les livres mais qui n'ont pas pu être retranscrits, par exemple, dans Harry Potter à l'école des sorciers, à l'écran. Pour l'instant, on va se contenter de Harry Potter à l'école des sorciers parce que si on commence à faire les 7 saisons, on n'a pas fini. On a 23 millions de vidéos à vous faire d'ici 10 ans avant que la série ne soit achevée. Mais voilà, on va déjà se contenter de Harry Potter. N'hésitez pas donc à nous dire voilà, s'il y a des moments clés du roman que vous souhaitez voir apparaître ou voir apparaître différemment. Comme ça, on pourra peut-être refaire des vidéos sur ce sujet-là et en parler avec vous. En tout cas, nous, ça nous a fait vachement plaisir d'aborder ce combat-là parce que c'est vrai que c'est souvent un reproche qui a été fait qu'il n'y avait pas assez de combats dans Harry Potter, alors qu'en fait, il y en a vraiment beaucoup. Mais que beaucoup, effectivement, n'ont pas été retranscrits à l'écran, encore une fois, pour plein de raisons, certaines qui sont bonnes, certaines qui sont mauvaises, certaines qui tiennent plus à la nature, entre guillemets, de la cible qui a été visée par les films à cette époque-là. On sait que maintenant, tout ça a évolué et que donc on va pouvoir découvrir, évidemment, beaucoup plus de choses dans les prochaines années. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu et donc on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles informations sur la série et puis, évidemment, toujours plein de nouvelles informations sur Harry Potter. À très bientôt.